Comme Anne l'a dit, moi, je m'occupe des réseaux sociaux de Sciences Po. Donc, j'ai fait un espèce de panorama de tous les réseaux sur lesquels on est. Et si vous avez suivi l'actualité de Sciences Po en 2021 notamment, on a été soumis à énormément de crises. Donc, j'ai beaucoup appris cette année et notamment pour la partie réponse sur les réseaux sociaux, la façon de gérer les crises, la façon d'analyser, d'anticiper et aussi de toujours vouloir créer du débat, puisque c'est quand même un peu le but des réseaux sociaux. On fera surtout un focus sur Twitter, parce que c'est vraiment là où il se passe un peu le plus de choses, et notamment sur Sciences Po. Mais en étant une école, on est aussi très sujet aux débats et aux polémiques venant d'Instagram et de TikTok. Donc voilà pour le petit panorama. Vous avez vu un peu tous nos réseaux sociaux. Donc, je voulais faire une entrée en matière sur la censure et la modération, puisque la ligne peut être assez fine entre les deux finalement. Et, euh, et donc, pour arriver au fait que à partir du moment où on prend la parole sur les réseaux sociaux en tant que marque, j'adore les memes, donc il va y en avoir pas mal dans ma présentation. À partir du moment où on prend la parole sur les réseaux sociaux et où on décide de faire des posts, euh, on doit savoir qu'on aura probablement des retours positifs, mais aussi négatifs. Et donc, ce que je voulais dire, c'était d'assumer toujours ce qu'on fait. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quand même devenus très professionnels et une grande vitrine pour les entreprises, pour les marques, et que on poste plus tout et n'importe quoi comme ça a pu être le cas à une époque. Mais encore une fois, ça peut dépendre des marques, puisqu'il y a des marques qui jouent énormément là-dessus. Donc moi, je vais vous donner mon expérience au service d'une école et d'une institution. Donc c'est une communication un peu différente que ce que j'ai pu faire par le passé chez SFR, par exemple, où c'était totalement différent dans la gestion des commentaires. Donc, je passe sur tout l'intérêt qu'ont les réseaux sociaux pour la communication, mais on pourra y revenir après si vous le souhaitez. Donc, quand je disais d'assumer ce qu'on dit, c'est déjà, je pense, une première chose de ne pas supprimer un post s'il a des retours très négatifs. Donc, en fait, c'était forcément d'assumer ce qu'on a dit au départ. Et pareil, moi, je suis assez frileuse avec le fait de supprimer des commentaires. Je peux le faire sur certaines des plateformes, et notamment YouTube, où il y a souvent un peu tout et n'importe quoi. Si vous gérez cette plateforme, vous êtes familier et familière du fait. Donc, c'est un des seuls réseaux où vraiment je peux supprimer des commentaires, parce qu'il y a souvent des insultes un peu gratuites ou des arnaques ou des spams. Mais sinon, pour les autres réseaux, on reçoit beaucoup de commentaires négatifs. Avec les autres réseaux, je laisse la parole aux gens, puisque à partir du moment où on prend la parole, il faut recevoir celle des autres et nourrir le débat. Et puis surtout, une personne qui va venir commenter de façon négative, alors quand c'est des insultes pures, complètement hors sujet, c'est encore autre chose, mais la personne se sentira forcément censurée si on supprime ses commentaires, et elle sera tout à fait légitime à... Enfin, c'est encore une autre question sur le débat public. Donc, pour parler un peu de la façon de gérer les commentaires et les réponses, ou les non-réponses d'ailleurs, puisqu'on n'est absolument pas obligé de répondre à chaque polémique ou à chaque commentaire, j'ai voulu prendre des exemples. Donc, j'avais un peu fait ma présentation par rapport à celle de Claire, qui prenait d'autres types d'exemples pour qu'on se complète un petit peu. Moi, c'est vrai que je suis allée prendre des exemples enfin, qui peuvent donner naissance à des polémiques, qui ont donné naissance à des polémiques d'ailleurs, qui ont pu être repris dans les médias, très largement sur les réseaux sociaux. Et je fais un troisième exemple sur la parole scientifique, parce qu'en tant qu'école et université, puisqu'on a un pôle de recherche à Sciences Po, c'est quelque chose de très difficile à mettre en avant sur les réseaux sociaux, à, à retranscrire en fait la parole scientifique, et notamment sur Twitter en très peu de caractères, essayer de faire dire quelque chose, enfin,
de résumer la pensée scientifique et ce que veulent dire les chercheurs, et ça peut souvent donner lieu à des lectures, alors je ne sais pas si c'est erroné, mais en tout cas à, à d'autres lectures sur les réseaux sociaux. Donc, je passe à mon premier exemple. J'entends quelqu'un. Quelqu'un a une question déjà? J'enchaîne. Donc, le premier exemple que je voulais donner, c'était en février 2021. Une députée a pris la parole dans une émission de télé, donc sur RMC, et a commencé à parler de l'écriture inclusive à Sciences Po. En partant de oui-dire, en fait, d'un témoignage qu'elle aurait entendu d'un autre collègue à l'Assemblée qui lui aurait dit que à Sciences Po, quand on ne rend pas une copie écrite en écriture inclusive, on a des points en moins. Donc, cette séquence médiatique a été très, très reprise, donc, comme vous pouvez le voir par Marion Maréchal, par Valeurs Actuelles, par pas mal de comptes très, très influents. Donc, nous, on a un peu vu ça déferler, et ce qui était compliqué, c'est déjà de savoir d'où vient l'information, si c'est vrai, puisqu'on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe, donc il faut aller scruter un peu partout pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce partiel qui était cité. Entre-temps, il y a énormément de personnes de Sciences Po, et notamment des chercheurs, des chercheuses, des professeurs, des enseignants, des étudiants qui ont pris la parole pour dire que c'était absolument faux et que l'administration ne demandait pas du tout au personnel d'utiliser l'écriture inclusive, et encore moins aux étudiants. Ça a donné lieu à un fact-checking de l'AFP qui a été très bien fait. Je ne dis pas du tout ça avec un biais. Et puis, nous, on a fini par répondre une fois qu'on a été sûr de trouver toutes les infos. Enfin, donc, moi, j'ai répondu en cherchant toutes les infos avec une charte qu'on donne aux enseignants et aux professeurs, dans laquelle, justement, on dit que on ne pousse pas du tout à utiliser l'écriture inclusive. Donc, c'est la réponse que vous voyez ici, très factuelle, juste pour dire que à Sciences Po, on ne pousse pas du tout, on n'impose en tout cas aucune règle relative à l'écriture inclusive pour les copies des étudiants. Sauf qu'en fait, tout ça, ça donne lieu à énormément de commentaires. J'aurais peut-être pu vous sortir les chiffres, mais je pense que c'était de l'ordre de entre 5000 et 10 000 mentions qui ont été faites de ce sujet, donc c'est assez énorme. Et en fait, tout le monde ne verra pas notre réponse, et le débat va continuer sur Sciences Po, l'écriture inclusive, le wokisme à l'université, voilà, donc tout ce que ça peut, tout ce que ça peut engendrer. Donc là, cet exemple, c'est pour montrer que euh, quand c'est des attaques comme ça, et notamment dans les médias, et surtout quand on a des réponses et que c'est faux, alors en l'occurrence, c'était un petit peu particulier dans ce cas-là, mais quand c'est faux, de trouver les arguments pour répondre de façon assez factuelle, sans entrer dans les détails, puisque là, clairement, ça a été repris ensuite par Marion Maréchal, Valeurs Actuelles et toute leur communauté. Et donc, c'est pas un combat qu'on veut aller mener. Donc ça, c'était le premier exemple de polémique qui vraiment part des médias, vient sur les réseaux sociaux et ensuite fait une boucle continue entre les deux. Mon deuxième exemple, si j'arrive. OK. Donc ça, c'est un témoignage qui a été publié sur Instagram par un étudiant en échange qui s'est fait agresser sur notre campus du Havre, enfin en revenant dans sa résidence du Crous, et donc qui a fait un très très long témoignage pour parler de la façon dont l'administration s'est occupée de lui, et plus généralement la façon dont les étudiants étrangers sont accueillis en France et par Sciences Po. Donc là, c'était assez compliqué parce que c'était quelqu'un qui nommait des personnes de l'administration directement. C'est un étudiant qui était pris en charge aussi, sauf qu'en fait, avec les campus en région, c'est d'aller chercher toutes les informations. Et donc, surtout,
c'était un moment avec un gros risque réputationnel puisque ça pouvait être repris très facilement dans la presse régionale qui reprend quand même plus facilement les infos que la presse nationale. Donc, c'est deux traitements différents. Et nous, de ne pas avoir l'impression que l'administration parisienne est très loin de ces sujets, et s'occupe très mal de ses étudiants. Donc là, c'est pareil, on a décidé de répondre parce que c'était un témoignage quand même très important d'une agression. Et donc là, le principe qui s'est appliqué, c'est vraiment d'aller chercher encore une fois toutes les infos sur cette affaire et surtout faire preuve d'énormément d'empathie. Donc là, il faut savoir que Sciences Po a été tagué 3000 ou 5000 fois sous ses commentaires pour qu'on donne une réponse, sauf qu'on ne peut absolument pas répondre sans réfléchir à toutes les conséquences et surtout ne pas faire de fausses promesses. Donc, ça a été de déjà montrer beaucoup d'empathie envers l'étudiant et dire que son cas était pris en compte. Ça, c'était un exemple parce qu'on est une école et que forcément, les étudiants, c'est quand même pour eux qu'on fait tout ça. Donc, de montrer la façon de traitement et surtout, si vous avez suivi encore une fois l'actualité en 2021, il y a un hashtag qui est sorti qui s'appelait Sciences Sport, qui a fait énormément de bruit et qui partait aussi d'Instagram. Alors là, c'est totalement différent, mais c'est pour dire de vraiment toujours faire attention à ces signaux un peu faibles sur les réseaux sociaux. Et donc, mon dernier exemple, et on pourra revenir là-dessus si vous avez des questions sur les différents exemples, c'est de retranscrire la parole scientifique. Donc, moi, ça m'arrive très souvent de faire des live tweets de colloques, euh, pas tant de séminaires parce que c'est un peu plus compliqué, mais de colloques et d'événements. Donc là, c'était un colloque pour parler, c'est le Centre des relations internationales de Sciences Po, donc pour parler de l'histoire. Et là, c'était spécifiquement une chercheuse spécialiste de l'histoire de la guerre d'Algérie qui parlait du rôle de l'historien. Sauf qu'en fait, cette citation, elle est tronquée puisqu'elle parlait du rôle de l'historien dans le cadre de la guerre d'Algérie. Donc, sorti comme ça de son contexte, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre. Donc, déjà, première question, est-ce que c'était une erreur de tweeter cette citation? C'est une question qui se pose tout à fait. Et ensuite, c'est de voir toutes les réactions qu'il y a pu avoir. Donc, il y a eu énormément de réactions très critiques, encore une fois, sur Sciences Po, les woke, les islamo-gauchistes, parce que ça, c'est ce qu'on prend un peu tout le temps, mais aussi parce que dans cette notion du vrai, du faux, du légitime et des coupables et des non-coupables, il y avait quand même des notions à développer. Mais finalement, et je me rends compte que c'est pas ce que j'ai mis le plus en avant dans tous les commentaires, il y a aussi eu énormément de commentaires, ça a ouvert le débat sur le rôle de l'historien. Donc, dans le positif à tirer de tout ça, c'est qu'il y a eu énormément d'échanges et de réflexions sur la place de l'historien. Donc là, finalement, ce tweet, même si pour notre image et ce qu'on peut dire de nous très facilement dans les médias, ça a fait sortir ces côtés-là, mais ça a aussi fait sortir du bon, et c'est le bon des réseaux sociaux, c'est de dire, je ne suis pas d'accord avec la position de cette chercheuse, néanmoins, je vais vous donner, moi, ma position, enfin, ma vision des historiens, mais je la respecte quand même en tant que chercheuse. Ce qui, évidemment, n'arrive pas toujours quand c'est la recherche. Et c'est pour ça que je voulais mettre en avant la difficulté de retranscrire la parole scientifique et notamment sur Twitter. Donc, je crois que c'est ma dernière slide. Pour finir, comment répondre? Donc, j'ai évoqué quelques pistes avec ces trois exemples. Donc, je pense qu'il faut vraiment toujours aller chercher les informations. Donc, ça, ce serait d'anticiper. Je sais que moi, quand il y a des événements scientifiques, notamment, c'est d'aller faire des recherches sur les personnes qui interviennent, de préparer des éléments de langage. Si, par exemple, c'est un sujet un peu touchy. Par exemple, on a reçu Vandana Shiva, qui peut être clivante dans la communauté scientifique et dans la communauté en général. Donc, c'est d'aller un peu chercher ce qu'elle a pu faire avant, préparer donc les éléments de langage, comme je disais, pour expliquer son intervention, donner du contexte, pourquoi elle a pu dire ça, pourquoi on l'a
Pourquoi on l'a invité? Donc, anticiper. Ensuite, c'est faire de la veille. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un outil pour faire de la veille et ça m'est extrêmement nécessaire pour justement aller repérer les signaux faibles, quand je vous disais, donc pour anticiper une crise qui va nous tomber dessus et être préparé un maximum. Et par exemple, nous, on a mis en place une échelle de crise. Ça veut dire que par rapport à toutes les crises qu'on a pu vivre, on a mis en place des protocoles d'analyse et ensuite de réponse, donc pour savoir quelle réponse on peut apporter ou pas. Et donc, ça m'en fait venir à ma dernière étape qui est de préparer la réponse, sachant que on est, enfin, en tout cas, moi, je considère qu'on n'est pas non plus obligé de répondre sur les réseaux sociaux à toutes les invectives, parce qu'il y en a énormément en plus. Euh, donc, en fait, c'est un peu ça aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle et que chaque réponse qu'on peut fournir est liée aussi à chaque commentaire ou à chaque polémique ou à chaque sujet qui sera traité de façon très, très différente. Donc, et par exemple, une des façons de répondre, si on ne veut pas le faire frontalement, c'est de passer par des ambassadeurs. Donc, si vous avez des personnes qui travaillent pour votre entreprise ou des personnes qui gravitent un peu autour et qui pourraient apporter des éléments de réponse sur lesquels vous pouvez rebondir, ça peut être une stratégie. C'est ce que j'essaye de faire moi de temps en temps avec notamment les chercheurs et les professeurs ou des personnes qui peuvent avoir un peu d'influence, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc voici pour ma présentation et je serai ravie de répondre à vos questions après Claire. Et j'arrête le partage tout de suite. Bon, alors.